Mes grands-parents sont décédés à quelques mois d'intervalle, laissant leur maison vide. Il était question de le louer au départ, mais en raison de son mauvais état de délabrement, la famille a décidé de ne pas le faire. Aucun consensus n'a été atteint sur ce qu'il fallait en faire, alors nous l'avons laissé dans un état de délabrement pendant encore une décennie ou plus avant que je ne tombe dessus. Ma tante et moi étions en train de fouiller dans les affaires de ma mère et avons découvert un vieil album photo de famille. Ma mère était sortie lors d'un de ses voyages et personne n'était sûr qu'elle était revenue. Elle et moi étions dans une relation intermittente depuis des années, donc il y avait beaucoup de choses sur la famille que j'ignorais. J'ai trouvé une photo d'elle et moi quand je n'étais qu'un bébé, mais je n'ai pas reconnu la maison devant laquelle nous nous tenions. J'ai demandé et ma tante m'a parlé de l'ancienne maison de la famille Wheeler qui avait appartenu à ses parents. Personne n'y était allé depuis plus d'une décennie et je n'étais même pas sûr qu'il soit toujours debout. Après une demi-heure d'insistance, elle a accepté de m'emmener la voir le lendemain matin. Le lendemain, nous avons quitté la ville à travers 49 km, presque 50, de champs de maïs jusqu'à ce que nous atteignions un détour qui longeait une longue route de gravier herbeuse. Quand nous sommes arrivés au sommet de la colline, j'ai été surpris. La maison que j'ai vue devant moi, bien qu'elle soit en mauvais état, était toujours impressionnante. À son apogée, ce devait être la meilleure maison du comté. Ma tante s'est arrêtée à quelques mètres d'elle et nous sommes sortis. Pour autant que je sache, personne, à l'exception de l'entreprise occasionnelle de tonte de gazon, n'était là depuis longtemps. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de la crainte. Il aimait l'endroit. La peinture rose et bleue vibrante avait disparu de ses hautes tours et l'immense porche commençait à s'affaisser par endroits. Avant d'entrer, je voulais admirer chaque détail de la magnifique façade. À l'arrière se trouvaient les restes des anciennes fosses en fer à cheval, et ce qu'on m'a dit était la camionnette Ford de mon grand-père. Bien que la grande maison ait connu ses meilleurs jours, il savait qu'il n'avait rien vu de comparable avec elle. Peut-être une de ces belles demeures victoriennes à San Francisco, mais même celle-ci serait opaque comparée à cela. Quand j'étais prêt, nous avons gravi les marches en béton et sommes entrés par la porte arrière. Dès l'instant où nous avons ouvert la porte, nous avons été submergés par une horrible odeur venant de l'intérieur. Nous avons supposé que c'était une partie normale d'avoir une maison scellée pendant si longtemps et avons continué nos recherches. Tout semblait avoir été laissé là où il était depuis le dernier jour de ma grand-mère, presque comme une capsule temporelle ou un musée. Même les lumières fonctionnaient encore. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que ma mère payait les factures depuis toutes ces années et espérait que quelqu'un reviendrait y vivre un jour. Marchant de pièce en pièce et voyant tous les beaux meubles anciens, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi on ne m'avait jamais parlé de la maison. Indépendamment de nos fréquentes brouilles, j'aurais aidé ma mère à s'occuper d'elle. C'était complètement insensé pour moi de laisser pourrir un si bel endroit. Cependant, les manières étranges de ma mère étaient la principale raison de nos désaccords fréquents. Quand nous sommes allés au 2e étage, l'odeur s'est aggravée. J'ai suggéré de raccourcir notre visite et de jeter un coup d'œil rapide. Toutes les portes étaient verrouillées, alors je suis allé à la plus proche et j'ai mis ma tête à l'intérieur. Cela aurait dû être une chambre d'amis ou une chambre d'amis. Sur le lit se trouvait une belle courte pointe élaborée, facilement d'il y a plus de 100 ans. Ma tante traversait un tronc de cèdre dans une pièce à côté de moi. Je l'ai rejointe et nous avons découvert un autre album photo, beaucoup plus ancien que nous avons décidé de prendre pour le voir plus tard. Elle a fermé la porte derrière nous et je me suis dirigé vers la dernière pièce. Malheureusement, plus je me rapprochais de la porte, plus l'odeur devenait forte. J'hésitais à l'ouvrir, mais je pensais que si le pauvre animal était là où je pouvais l'atteindre, je l'emmènerais dehors et lui donnerais une bonne sépulture. Alors que j'ouvrais la porte, la puanteur m'a frappé au visage et j'ai perdu ma concentration pendant un moment. Quand j'ai retrouvé mon calme, j'ai eu une vision terrible. Avant moi, il n'y avait pas une créature morte de la forêt, mais un être humain. Le corps gonflé, maintenant méconnaissable, était recroquevillé tranquillement sur le lit. J'ai senti que mes genoux commençaient à céder, alors je me suis retourné le plus rapidement possible et j'ai quitté la pièce. Ma tante était confuse par mon comportement et a sorti sa tête avant de la retirer rapidement à nouveau. Nous avons tous les deux couru en bas, où l'odeur était moins puissante, et j'ai appelé 911. Les agents ont passé quelques minutes dans la pièce avant de repartir avec un petit morceau de papier et un permis de conduire. L'un d'eux nous a rejoints à la table où nous étions assis et a posé quelques questions sur ma mère. Cela m'a rendu nerveux et j'ai commencé à exiger qu'il s'explique.
Une expression sérieuse est venue sur son visage et il nous a dit que le corps semblait appartenir à ma mère. Je ne voulais pas y croire au début, mais quand il m'a remis son permis de conduire, j'ai su que c'était vrai. Ma tante et moi nous sommes étreints pendant un long moment et avons pleuré. L'officier nous a donné quelques instants avant de nous interrompre à nouveau. Il m'a ensuite demandé si je savais pourquoi il s'était suicidé. Naturellement, j'ai supposé que ma mère était morte dans son sommeil. C'était une femme plus âgée. Mais la note qu'elle m'a remise clarifiait tout. J'étais déprimé depuis longtemps à cause de nos différences, et la dernière fois que nous nous sommes parlé, des choses se sont dites que j'avais peur de ne pas pouvoir remédier. Le lendemain matin de notre discussion, il a décidé de retourner au seul endroit où il avait jamais été heureux. Bien qu'elle prétende ne pas être sûre de ce qu'elle allait faire à ce moment-là, le mauvais état de la maison l'a tout simplement poussé à bout. La dernière phrase me demandait de ne pas me blâmer pour sa mort et de continuer ma vie. La fin disait simplement « Au revoir, maman ». Quelques semaines plus tard, après que tout le monde ait eu le temps de faire face à son chagrin, j'ai rassemblé les autres membres de la famille. Après avoir vu l'ancienne maison et réalisé à quel point le mauvais état de celle-ci avait affecté ma mère, j'ai proposé que nous essayions de collecter des fonds pour la rénover. À la lumière de ce qui venait de se passer, je voulais au moins essayer de créer quelque chose de positif à partir de notre tragédie. Ils m'ont donné leur bénédiction et je me suis mis au travail. Cela a pris un certain temps, mais le premier jour de printemps de 2018, la Société d'Histoire m'a permis de diriger la première visite du manoir Wheeler nouvellement restauré. C'était une super journée, mais ça aurait pu être tellement mieux si ma mère avait été là avec moi. Indépendamment de nos différences, c'est elle qui m'a inspiré et qui a vraiment rendu tout cela possible. Pour la saison de chasse de 2017 ans, j'ai signé un bail avec un collègue. Je n'ai pas eu le temps d'explorer la région avant le début de la saison, alors l'inévitable s'est produit et j'ai raté le premier jour. Ce matin-là, j'ai quitté le camp juste avant l'aube. Je ne suis pas du genre à chasser à partir d'un poste de chasse, je suis plutôt du type traditionnel de traque et de tir. Comme je n'étais pas familier avec le leasing et que j'ai bêtement laissé mon GPS au camping, j'ai dû rester sur les routes principales pour ne pas me perdre. J'ai bien fait la majeure partie de la matinée, mais comme je me suis fatigué, j'ai perdu ma concentration et j'ai dévié de la piste. Pour ma défense, je suis tombé sur une piste très fraîche. Bien sûr, je devais le suivre. Le problème, c'est qu'ils ont continué vers une propriété voisine et que j'ai dû arrêter de les suivre. Quand j'ai levé les yeux, je me suis rendu compte que j'étais très loin du sentier et que je ne savais pas comment revenir. Le reste de la journée a été consacré à essayer de retrouver mon chemin vers le camp. Environ 1 heure avant le crépuscule, j'ai remarqué une maison et une cabane délabrées au loin. À ce moment, là, je ne savais pas sur quelle propriété j'étais. J'espérais que si quelqu'un habitait là, il pourrait m'aider, mais en m'approchant, je pouvais me rendre compte que l'endroit était abandonné depuis longtemps. J'ai frappé pour m'en assurer, mais il n'y avait pas de réponse, alors j'ai eu l'idée et je suis entré. Mon premier objectif était de faire un feu de joie. Après cela, j'ai commencé à fouiller dans les placards à la recherche de nourriture et d'autres choses qui pourraient m'aider. Je n'ai pas trouvé grand-chose, juste une boîte de chili douteuse et des bougies. J'ai chauffé le piment sur le feu et l'ai combiné avec un sac de chips à moitié mangé. Après le dîner, j'ai fouillé la chambre et découvert une vieille carte de la région. Je ne savais pas à quel point ce serait précis après tout ce temps, mais j'étais content de l'avoir trouvé. Je l'ai étalé sur le sol devant la cheminée et j'ai planifié mon parcours pour la matinée. J'ai été surpris de voir que j'avais dévié de plus de 8 km de l'endroit où j'avais commencé. À un moment donné de la nuit, je me suis endormi et j'ai fait un rêve très vivant d'un homme assis sur la chaise à côté de moi, en train de regarder. Il n'a jamais dit un mot, et quand je me suis soudainement réveillé et que j'ai vu qu'il était seul, je me suis senti soulagé et je me suis rapidement rendormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6h moins quart et j'ai rassemblé mes affaires. Je me suis assuré que le feu était complètement éteint et je suis retourné au camp. J'avais à peine quitté la maison que je suis tombé nez à nez avec un homme étrange, le même homme de mon rêve. En fait, j'étais confus au début, et quand il a parlé, je savais que mon rêve était vraiment arrivé. Cet homme tenait un vieux Marlin 3030, un phénomène courant pendant la saison des cerfs. Cependant, ce type ne ressemblait pas à un chasseur. Il portait un vieux sac à dos sale, normalement brillant mais des vêtements usés. Ses yeux avaient un regard très dérangé qui me mettait mal à l'aise à regarder. J'ai été surpris, mais j'ai retrouvé mon calme et j'ai dit bonjour. Au lieu de me saluer en retour,
Il m'a juste regardé avec ses yeux noirs fous. J'ai commencé à dire quelque chose, mais il m'a interrompu en me demandant ce que je faisais dans la cabine. Avant que je puisse répondre, il a laissé échapper que c'était sa place. J'ai continué à expliquer ce qui s'était passé la veille. Pendant tout le temps que je lui disais ça, il agrippait le fusil si fort que ses jointures commençaient à blanchir. Son comportement commençait à me faire peur. Tout ce que je voulais, c'était retourner au camp, puis à la maison. J'avais à peine fini de dire le dernier mot qu'il m'a dit avec colère que c'était sa place. Il semblait avoir été vide pendant un certain temps, mais je n'allais pas discuter avec lui. Je me suis excusé aussi vite que j'ai pu et j'ai continué mon chemin. Pendant 90 mètres ou plus, je n'arrêtais pas de regarder en arrière. Je m'attendais à recevoir une balle dans le dos à chaque fois que je le faisais. Il me regardait maniaque et serrait fort son arme. Il m'a fallu quelques heures pour retrouver mon chemin, mais à ce moment-là, j'avais eu beaucoup de temps pour réfléchir à notre rencontre et j'avais vraiment peur. En fait, cela m'a tellement effrayé que je l'ai compris. Les gars qui étaient encore au camp étaient heureux de me voir et m'ont demandé ce qui s'était passé. Je viens de dire que je me suis perdu et que j'ai campé pour la nuit, sans jamais mentionner le fou que j'ai rencontré. Je doute qu'ils le prennent au sérieux de toute façon. Toute l'expérience m'a tellement effrayé que je ne voulais rien de plus que rentrer à la maison. Les autres enfants ont dû penser que j'étais fou. Après avoir jeté toutes mes affaires à l'arrière de mon camion, je suis parti là-bas et je ne suis jamais revenu. Je savais que je ne pourrais jamais me sentir en sécurité, sachant que ce fou était quelque part dans les bois, peut-être en train de regarder notre fête. Le lundi suivant, mon ami m'a demandé ce qui m'avait fait partir si brusquement. J'ai inventé un mensonge sur le fait que ma femme était malade. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait cru. Rien n'a été dit à ce sujet à nouveau, et peut-être, juste peut-être, les choses vont mieux de cette façon. Il y avait une maison vide dans ma rue que tous les enfants pensaient hantée. Je ne sais pas depuis combien de temps j'y étais, mais je suis presque certain que personne n'y avait vécu de ma vie. Le style dans lequel il a été fabriqué différait radicalement des autres maisons qui l'entouraient, donc je pense qu'il aurait pu être construit beaucoup plus tôt que les autres. La conversation entre les adultes était qu'il appartenait au gars qui a construit l'ajout de logement et que lorsqu'il a perdu tout son argent, il s'est enfui dans le studio. Après sa mort, sa succession a été prise dans le processus d'homologation, de sorte que la maison est restée vide. Je n'ai rien trouvé pour étayer l'histoire, mais cela a beaucoup contribué à renforcer l'idée du manoir hanté. J'ai parlé à un garçon plus âgé qui était déjà allé à l'intérieur, et il a affirmé qu'il y avait des étoiles sataniques peintes partout. Maintenant, je sais que ça me faisait peur, mais parce que j'avais 7 ans, ça m'a fait peur. Il y avait un grand champ entre cette maison et le reste où nous avions l'habitude de jouer. Parfois, un gamin frappait une balle dans la cour et je devais aller la chercher. C'était amusant de les voir essayer de sauter par-dessus la clôture en fer forgé et de revenir le plus vite possible. Ils trébuchaient presque toujours sur le chemin du retour. Mais un jour, c'était mon tour. Et maintenant, je ne riais plus. Un groupe d'entre nous avait joué au football tout l'après-midi. L'équipe dans laquelle je faisais partie venait de marquer un toucher et ils m'ont choisi pour marquer le panier. Nous avions ce vieux cadre en métal que nous utilisions pour le tournage. Il était placé dans un coin du terrain et nous devions le faire glisser pour l'utiliser. Mon équipe l'a placé à une vingtaine de mètres de l'ancienne maison. Évidemment, c'était trop proche, mais les enfants ne réfléchissent pas toujours aux choses avant de les faire. Le gamin jouant au centre a passé le ballon à notre carte arrière et je l'ai frappé juste entre les barreaux et l'ai mis à travers l'une des fenêtres à l'étage. J'ai regardé impuissant ce qui s'est passé, sachant que je ne pouvais pas l'arrêter. Tous les autres enfants sont sortis en courant, sauf un, le garçon à qui appartenait le ballon. Je l'avais reçu quelques jours auparavant comme cadeau d'anniversaire. Je savais que j'aurais de sérieux ennuis si je ne rentrais pas chez elle. Elle n'eut pas à dire un mot, les larmes commençaient déjà à couler sur son visage. J'imagine que j'aurais pu lui dire de s'en foutre et de le laisser à son sort, mais ce n'est pas mon style. Je lui ai assuré que j'irais chercher sa balle, mais il a dû venir avec moi. Cela lui faisait encore plus peur. Je suis sûr que dans sa tête, il envisageait fortement de la laisser là où elle était, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Alors qu'elle s'étouffait de sanglots, elle hocha la tête et nous nous dirigions vers une mort certaine dans nos esprits. Nous sommes entrés par l'arrière pour éviter d'être vus par des voisins curieux. J'ai essayé le bouton et j'ai été surpris de voir qu'il était ouvert. Heureusement, les rideaux de dentelle étaient suffisamment clairs pour que nous puissions voir notre chemin. Les graffitis effrayants n'étaient visibles nulle part. En fait,
À l'intérieur, il semblait presque intact, à part les draps blancs sur les meubles. Une fois que j'ai réalisé que ce n'était rien comme ce que j'avais imaginé, la vieille maison a perdu beaucoup de son attrait pour moi. Mon ami était plus jeune et il était clair qu'il était toujours terrifié. J'avais commencé à regarder toutes les vieilles photos, mais il voulait sortir le plus vite possible. Plusieurs fois, il a dû enfiler mon t-shirt pour me faire bouger. Le deuxième étage était similaire au premier, à l'exception de la terrible odeur. Toutes les salles étaient ouvertes sauf une au bout du couloir. Nous avons regardé à travers les autres jusqu'à ce que nous atteignions la porte fermée. J'ai ouvert la porte et l'odeur s'est beaucoup aggravée, mais je ne m'inquiétais pas de sa provenance à ce moment-là. Nous avons tous les deux tiré nos t-shirts sur nos visages et avons couru pour regarder. Je fouillais dans les draps quand un cri aigu est venu de derrière. Je me suis retourné et j'ai vu mon ami avec sa main sur sa bouche pointant vers un homme allongé sur le sol. Nous étions tous les deux immobiles et attendions qu'il bouge. Pendant un moment, j'ai cru que nous avions de sérieux ennuis. Cependant, plus nous restions là longtemps, je me suis rendu compte qu'il était la source de l'odeur et c'était parce qu'il était mort. J'ai perdu mon sang-froid après ça et j'ai crié qu'il était mort. « Sortons d'ici !» Mon ami m'a suivi de près. Nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'arriver chez moi et d'avoir repris notre souffle. Nous avons réalisé que nous avions laissé le ballon derrière nous et qu'aucun de nous ne voulait revenir. Alors après un long moment, nous avons abandonné et sommes allés voir mes parents et leur avons dit ce que nous avions trouvé. Ils l'ont bien pris. D'abord, ils se sont assurés que nous allions bien. Puis, ils ont appelé 911. Nous nous sommes tous les deux assis à la fenêtre de ma chambre et avons regardé la police entrer et sortir de la maison. Lorsque les ambulanciers ont enlevé le corps de l'homme, un policier a suivi avec un ballon de football. Il est venu et nous a parlé pendant un moment. Nous l'avons remercié et il est parti. Quelques jours plus tard, il y avait un petit paragraphe dans le journal parlant de notre macabre découverte. Nous, les enfants, avions imaginé toutes sortes de causes horribles de mort pour cet homme. En fin de compte, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une surdose de drogue ordinaire. La plupart d'entre nous sont rapidement revenus à nos vies normales et n'en ont pas parlé à moins que cela ne soit mentionné. Mon ami a dit que ses parents lui avaient demandé une fois si cela avait quelque chose à voir avec ceux qui étaient dans le journal. Peut-être sagement, il a feint l'ignorance et a laissé tomber. Jusqu'au jour de sa mort, je ne pense pas qu'il savait à quel point il était proche de perdre cette balle pour toujours. Depuis ce jour, la maison dans la rue a été marquée dans ma mémoire d'une manière différente. Ce n'était plus seulement la maison hantée dont les enfants parlaient en chuchotant, mais l'endroit où nous avons trouvé quelque chose de beaucoup plus sombre. Bien que nous ne jouions plus à proximité, la maison était toujours un rappel constant de cette expérience. Finalement, la vie a évolué et les histoires sur la maison se sont estompées dans le passé. Cependant, je me souviendrai toujours de ce jour et de la révélation choquante que nous avons trouvée à l'intérieur. C'était un rappel de l'imprévisibilité de la vie et de la façon dont, parfois, nous rencontrons des choses que nous ne nous attendions jamais à trouver. La maison vide dans ma rue, que tous les enfants pensaient hantée, n'avait aucun souvenir de ce à quoi elle ressemblait à l'origine. Ma mère m'a montré des photos prises avec le vieux couple debout devant elle à quelques reprises. Le mari est décédé au début de l'année 1995 et, comme il n'y avait plus personne pour l'aider dans sa vie quotidienne, sa femme a malheureusement dû se rendre dans une maison de retraite. Selon les récits, ils étaient une partie très appréciée du quartier et, avec leur perte, un déclin rapide de leur fortune semblait se produire. Les ventes ont commencé progressivement avant que quiconque ne s'en aperçoive. Près de 20% des propriétaires ont déménagé dans des pâturages plus verts. Tout le monde n'a pas vendu tout de suite. Un petit groupe a décidé de garder leurs propriétés et de les louer. Malheureusement, cela a commencé à attirer des locataires d'un niveau de revenus beaucoup plus bas. En quelques années, le quartier était tombé si bas qu'il ne restait qu'une poignée de ces familles d'origine d'il y a 30 ans. Ceux qui les ont remplacés sont rarement restés plus de 6 mois et les dommages qu'ils ont causés au cours de cette période étaient souvent des choses qui ne pouvaient pas être facilement réparées. J'avais environ 13 ans quand j'ai commencé à remarquer à quel point les choses allaient mal. Il n'était pas rare de voir des affaires en plein jour et les fusillades sont devenues courantes. Les dernières familles originales restantes étaient loin d'être satisfaites de la façon dont les choses s'étaient déroulées, mais elles ne pouvaient pas faire grand-chose. La maison du vieux couple était occupée par des trafiquants de drogue. Les citoyens respectueux des lois restants craignaient pour leur avenir. Après la mort du couple,
la maison est passée à l'un de leurs enfants. Ils l'ont louée les premières années, mais lorsque les locataires l'ont détruit à nouveau, ils l'ont vendue à une jeune famille. Les nouveaux propriétaires ont pris le temps de rénover la maison, mais l'ont remise sur le marché dans l'année. Ils étaient de bonnes personnes et n'étaient pas préparés aux dangers qui les attendaient. Les propriétaires actuels sont une société d'investissement immobilier, pour la plupart. Ils ont réussi à le louer 1 ou 2 fois, mais au moment où les concessionnaires ont commencé à l'occuper, il était vide depuis plus de 2 ans. Bien que la plupart des vieilles familles aient déménagé, il en restait encore assez pour se fâcher contre les agissements des trafiquants. Ce vieux couple avait été très aimé, l'idée même que de la drogue soit distribuée dans leur maison était sacrilège. C'était suffisant pour que le quartier devienne un marché de la drogue à ciel ouvert, mais transformer une maison, en particulier celle-là, en un repère de crack était un pas de trop. Au début, certains hommes dans la rue ont demandé aux concessionnaires de déménager ailleurs. Leurs supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd et ont été répondues par des blasphèmes et des gestes obscènes. Ils ont essayé d'appeler la police, mais lorsque les policiers sont arrivés, personne n'était présent. La stratégie n'a fait qu'exaspérer les occupants. Ils se sont vengés une nuit quand ils ont surpris M. Morgante, le père de mon ami, au dépourvu. Il était sorti pour mettre une lettre dans sa boîte aux lettres et les trafiquants l'ont attaqué. Au début, c'était juste un passage à tabac, mais quand il a essayé de se défendre, il a été battu presque à mort. Cela a fini par être la goutte d'eau qui a brisé le dos du chameau. Le groupe ne verrait pas ce qui leur arrivait et, après tout, il ne serait plus jamais un problème. Mes amis et moi avons commencé à remarquer que nos parents agissaient étrangement, disparaissaient pour parler et se taisaient dès que nous nous approchions. Tout a commencé quelques semaines plus tard, tôt un matin vers 4 heures du matin, j'ai été réveillé par les sirènes et les lumières de l'autre côté de la rue. Quand j'ai couru à la fenêtre, je suis arrivé juste à temps pour voir le toit de la maison de la drogue s'effondrer en flammes. Les pompiers ont fait de leur mieux, mais la maison était complètement consumée à leur arrivée. J'ai remarqué que mes parents étaient déjà dehors à regarder, ce qui me semblait étrange. Je les ai rejoints ainsi que le reste du quartier dans nos jardins pour profiter du spectacle. Je ne me souviens pas d'une seule personne contrariée de voir comment se passait la maison. Après l'attaque de M. Morgante, la maison est passée d'un beau symbole d'autrefois à un repère d'animaux dangereux. Le feu avait été éteint à l'aube, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à sortir les corps. 6 personnes au total ont perdu la vie dans l'incendie. Les sourires de beaucoup d'hommes me semblaient un peu froids, mais sans les problèmes qu'ils avaient rencontrés, je ne pouvais pas leur reprocher d'être un peu heureux. Pourtant, j'ai été surpris de voir ce qui s'est passé ensuite. L'enquête sur l'incendie a commencé en quelques jours. La plupart d'entre nous soupçonnaient que cela était causé par un problème électrique ou par une cigarette allumée. Cela s'est finalement avéré être un incendie criminel. La preuve a montré plusieurs traces d'accélérants autour de l'extérieur de la maison. Certains enquêteurs ont parcouru le quartier en demandant à chaque propriétaire s'ils avaient vu quelque chose de suspect. Personne ne l'avait vu, du moins le prétendait-il. Un incident me vient encore à l'esprit aujourd'hui. J'ai entendu mes parents parler à l'enquêteur. Mon père a mentionné plus d'une attaque contre la maison par un gang rival. Le problème est que je ne me souviens pas que le groupe ait jamais eu de problème avec qui que ce soit d'autre que les voisins. Depuis lors, j'ai formé mes propres opinions sur les incendies. À la fin de ce mois, l'affaire était close et considérée comme un incendie criminel par un gang de drogue rival. Une entreprise de démolition est arrivée juste avant Noël et a nivelé la structure restante. Et c'était en 2017 ans, et depuis lors, beaucoup de choses sont vides. Bien que le quartier, bien que pas aussi bon qu'il était censé l'être, soit un endroit plus heureux sans les trafiquants de drogue. Alors que le trafic de drogue se poursuit dans les environs, notre quartier est resté assez calme. En grandissant et en pensant à fonder ma propre famille, je suis d'avis que le feu pourrait être considéré comme un signe de meilleures choses à venir. Peut-être que la façon dont cela a été fait ne devrait pas être si importante. J'étais sur ma route postale un matin quand l'idée m'est venue. Une petite partie de mon itinéraire passe par ce vieux quartier abandonné. Au bout du cul-de-sac se trouve la maison décrépite à 2 étages. Quelque chose comme ceux que vous voyez dans un vieux film d'horreur. C'est là que j'allais le faire. Tu vois, j'ai cet ami, Felipe. Nous faisons partie d'un groupe de chasseurs de fantômes pendant notre temps libre. C'est un passe-temps que j'apprécie vraiment et qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Cependant, Felipe est terrifié par tout ce qui est surnaturel. Même quelque chose d'aussi normal qu'une vidéo fantôme ringarde sur YouTube le terrifie.
Je ne comprendrai jamais pourquoi il se soumet à l'une de nos enquêtes. Je lui ai demandé une fois pourquoi il l'avait fait, et il a dit que c'était une façon de faire face à ses peurs, quelque chose qu'il avait entendu à la télévision. Avec ce germe d'idée dans ma tête, quand j'ai vu la maison, cela s'est transformé en un plan complet. Il allait faire une farce à Philippe, et, espérons-le, sa peur des choses effrayantes serait vaincue. Chaque fois que je peux rire et aider un ami en même temps, cela me semblait être une situation gagnant-gagnant. Je l'ai appelé cet après-midi-là et lui ai dit que nous avions une nouvelle maison sur laquelle enquêter vendredi soir. Il avait l'air excité, et je ne pouvais m'empêcher de rire en sachant ce que j'avais prévu pour lui. J'ai eu 2 jours pour obtenir ce dont j'avais besoin et tout préparer. Je me suis arrêté pendant mon parcours et j'ai cherché les meilleurs endroits pour installer mon équipement. Il y avait des signes qu'il y avait des gens, mais pour autant que je pouvais voir, ils n'étaient pas là depuis longtemps. Enfin, vendredi soir est arrivé. Après le travail, j'ai garé ma voiture à quelques pâtés de maison et je me suis dirigé vers la maison. Je n'attendais pas Philippe avant 1 heure. J'ai utilisé ce temps pour accomplir toutes les tâches de dernière minute. J'avais terminé avec 15 minutes à perdre et je suis allé dans ma cachette. En quelques minutes, j'ai entendu des pas s'approcher à l'extérieur. Je me mordis la lèvre pour étouffer mon rire. Je ne me suis jamais senti autant comme une enfant à ce moment-là. Quelques secondes seulement après avoir entendu les pas, mon téléphone a vibré avec un SMS. Il a dit qu'il avait été retenu par un train près de son appartement et qu'il serait en retard. C'était une mauvaise nouvelle. Philippe habitait à près de 30 minutes. Je devrais rester recroquevillé dans ma cachette encore plus longtemps. Des pas entrèrent dans la maison, résonnant dans le couloir massif. « Attends 1 minute, c'est là que ça m'a frappé. Si Philippe était à 1 demi-heure de route, qui était là ?» Les voix d'au moins 2 hommes m'atteignirent. L'un des hommes avait remarqué mon équipement et avait l'air très en colère. J'ai entendu frapper fort quelques secondes plus tard, ce qui, je suppose, étaient mes affaires en train d'être brisées. Le 2e homme avait un ton brouillé dans la voix et ses paroles étaient beaucoup plus agressives. Si je découvre qui a fait ça, je lui couperai la tête et la mettrai sur un poteau à l'extérieur. Peut-être que ça empêchera les gens d'entrer. Mon cœur s'est mis à battre comme s'il essayait de s'échapper de mon corps. Je ne savais pas de quoi ils étaient capables et je m'attendais à ce qu'ils partent sans me rendre compte que j'étais toujours là. J'ai fait de mon mieux pour ne pas faire de bruit. J'ai continué à écouter et puis j'ai entendu quelque chose dont j'avais peur. L'un des hommes, l'ivrogne, a trouvé ma cachette. Il l'avait mis dans le trou sous l'escalier pour le cacher. Même alors, je n'étais pas sûr qu'il savait que j'étais toujours là. Du moins jusqu'à ce que l'autre homme commence à m'appeler pour sortir. Il a dit que si je les obligeais à me chercher, ils me le feraient regretter. Et ils m'ont trouvé. Tous les doutes ont été dissipés avec cette déclaration. Je pouvais les entendre passer d'une pièce à l'autre, ouvrir les placards et les portes. Ils étaient à quelques pièces de là et j'ai décidé que je devais sortir de là dès cet instant. Quand je les ai entendus entrer dans la pièce à côté de la mienne, je me suis enfui. Je n'osais pas regarder en arrière et en quelques secondes, j'entendais des pas derrière moi, alors j'ai essayé encore plus fort et cela a semblé fonctionner. Plus je me rapprochais de ma voiture, plus les pas semblaient silencieux. Pourtant, je n'ai pas osé ralentir. J'ai couru du côté conducteur de la voiture, j'ai ouvert la portière aussi vite que possible et c'était la première fois que je regardais mes 2 poursuivants. J'étais content de les voir à près de 100 mètres derrière moi. Ils haletaient et se battaient pour chaque respiration. Cependant, je ne prenais aucun risque. J'ai démarré ma voiture et je suis sorti de là sans regarder en arrière. Je ne l'ai plus jamais fait. C'est là que je me suis souvenu que Philippe était en route. J'ai inventé un SMS rapide et je le lui ai envoyé. Je l'ai fait juste à temps. J'étais à 4 ou 5 pâtés de maison de la maison lorsque nous nous sommes rencontrés à l'intersection. Il s'est arrêté à côté de moi et j'ai commencé à lui raconter une histoire sur une mauvaise adresse et il semblait y croire. Il haussa les épaules et se retourna pour rentrer chez lui. Je l'ai suivi pendant environ 1,5 km juste pour m'en assurer, puis je suis reparti chez moi. Pour autant que je sache, Philippe n'a toujours aucune idée à quel point il a failli être agressé par un couple de squatteurs en colère. La même chose s'applique probablement aux blagues pratiques qu'il avait planifiées. Après ma rencontre avec eux, les choses ont pris de la perspective. J'ai réalisé que la blague était un peu enfantine au départ. Maintenant, j'ai mis des bêtises comme ça derrière moi. Je ne suis pas en mesure de dire aux gens comment vivre leur vie. Si vous voulez vivre dans la peur, c'est votre choix. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à craindre.
L'histoire est peut-être trop fantastique pour y croire, mais je promets que c'est arrivé. C'était dans les derniers mois de 1999 ans, dans mon premier mariage, qui venait de se terminer lorsque nous avons commencé les discussions. J'ai accepté de laisser mon ex continuer à vivre dans notre maison avec les enfants. En conséquence, j'ai été obligé de chercher une nouvelle maison. En ce moment, je séjournais dans un hôtel pour séjour prolongé, vivant de la restauration rapide. Finalement, à l'approche du printemps, j'ai trouvé un endroit que j'aimais. La seule partie décevante de l'accord était qu'il était inhabité depuis près de 7 ans. La femme qui y vivait auparavant était décédée et ses héritiers l'avaient laissé vide. Finalement, il a été convenu de le mettre sur le marché et c'est là que je l'ai découvert. Malgré la longue liste probable de réparations, le prix était trop beau pour être laissé passer. Le matin du 3e mars, j'ai récupéré les clés et signé les papiers. La maison était officiellement à moi et je me suis immédiatement mis au travail pour la rendre habitable. J'ai remplacé une vitre cassée et quelques autres choses avant d'emménager 2 semaines plus tard. Je n'y étais pas allé depuis 2 jours lorsque j'ai reçu la visite de quelques détectives. Ils m'ont assis et m'ont dit la chose la plus folle que j'ai jamais entendue de ma vie. Selon eux, la gentille petite vieille dame qui y avait vécu, Sharon, avait un mari violent nommé Walter. Elle a affirmé que Walter était sorti au magasin un matin et n'était jamais revenu, et qu'en raison de ses antécédents d'abus, elle n'avait pas signalé sa disparition. La fille unique du couple, Melinda, non plus. Sa mère avait dit à Melinda que Walter avait eu une liaison avec une femme de son travail et qu'il était probablement parti pour être avec elle. Melinda a pris l'histoire de sa mère telle qu'elle était et la femme a souhaité bonne chance à Walter et a continué sa vie. En moins d'1 an, Sharon, maintenant une femme libre, a commencé une relation avec son voisin Joseph Poole. Un divorce a été accordé et le couple s'est marié peu de temps après. Ils ont vécu le reste de leur vie dans la maison. Tout le monde n'était pas aussi impatient de croire l'histoire de Sharon et la sœur de Walter a demandé à la police d'enquêter sur sa disparition. Année après année, la piste menait toujours à Sharon, mais les détectives n'avaient jamais assez de preuves pour l'arrêter. Puis, une quinzaine d'années après sa disparition, une nouvelle paire de détectives a repris l'affaire. Ils sont retournés voir la sœur de Walter, maintenant une très vieille femme, et lui ont demandé si elle avait la moindre idée de la façon dont Sharon aurait pu se débarrasser du corps de son frère. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, elle se souvient d'un incident qui a eu lieu peu de temps après la disparition de Walter. Il rendait visite à Sharon, espérant obtenir des informations sur l'endroit où son frère avait déménagé, et a remarqué une grande parcelle de jardin où la saleté avait été enlevée et des roses avaient été plantées. La structure était étrange car nous étions encore au milieu de l'hiver et au moins 4 mois avant la saison des plantations. Les buissons mouraient sûrement dans l'hiver brutal du Michigan. Elle a interrogé Sharon à ce sujet et elle a simplement dit qu'elle voulait aller de l'avant. La sœur n'avait aucune raison de ne pas le croire à l'époque et a accepté l'histoire. Pour la première fois depuis longtemps, la police avait une adresse à suivre. Cependant, ils ont été frustrés par le refus d'un juge d'émettre un mandat de perquisition et l'affaire s'est rapidement essoufflée, comme tant de fois auparavant. La vie continuerait et, avec le temps, l'affaire serait oubliée. C'était jusqu'à ce qu'un nouveau chef de police soit embauché et lance une initiative pour résoudre les affaires ouvertes de la ville. Mes visiteurs ont été affectés à l'affaire et, après quelques recherches, ils ont découvert que Sharon et son nouveau mari étaient décédés et que la maison avait un nouveau propriétaire. La raison de leur visite était de me demander si je leur permettais de creuser dans l'arrière-cour pour chercher d'autres restes de Walter. Naturellement, j'ai été choqué par tout ce que j'avais entendu et j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Après avoir pris quelques jours pour examiner la demande, je leur ai donné mon accord. Le lendemain matin, une vingtaine de policiers accompagnés d'une pelleteuse ont commencé leurs recherches. Je tiens à dire que j'ai été surpris par ceux qu'ils ont trouvés, mais après avoir écouté leur histoire, la découverte du squelette de Walter était presque attendue. À la fin de la journée, tout semblait bien se passer. Les policiers ont réussi à clore un mystère vieux de 50 ans et Walter a pu être enterré à côté de ses proches. Le seul inconvénient était que la sœur de Walter ne vivait pas pour le voir. Elle méritait d'être là à l'enterrement après tout le temps qu'elle avait passé à le chercher. La situation m'a beaucoup fait réfléchir depuis qu'elle a été portée à mon attention. De toute évidence, le vieux Walter n'était pas gentil avec sa femme et ne respectait pas leur mariage. Peut-être que Sharon avait une bonne raison de mettre fin à ces bêtises. Le problème que j'ai avec ce qu'il a fait, c'est qu'en tuant Walter et en cachant son corps dans le jardin, sa sœur innocente,
qui n'avait fait de mal à personne, s'est retrouvé avec la terrible idée qu'elle et le reste de sa famille avaient été abandonnés par lui pour une jeune femme. Et avec le temps, quand elle en était venue à accepter la forte possibilité que son frère soit mort, elle n'avait nulle part où aller pour le pleurer. Et cela, mes amis, ne se sent tout simplement pas bien. Personne ne savait d'où ça venait. Nous sommes tous allés dormir la nuit précédente et il était là le lendemain matin. Même les propriétaires des maisons des deux côtés n'avaient aucune idée de comment il était arrivé là. Aucun propriétaire n'avait entendu même le sifflement des freins à air de toute la nuit. La seule véritable indication de la façon dont il y est arrivé était la remorque sur laquelle il était assis. J'étais encore relativement jeune à l'époque, vers 13 ans, mais le sujet était un sujet brûlant dans le quartier et chaque personne à qui j'en parlais, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, avait hâte d'en parler. Notre quartier était un peu nouveau et à l'écart, et il n'était pas inhabituel pour les gens d'y laisser des choses. Les chiens et les chats étaient les plus courants, mais une ou deux voitures apparaissaient chaque année. Une maison, cependant, n'avait jamais été vue ou attendue. Les jours passaient, mais aucune information ne pouvait être obtenue de nulle part. Il a rapidement commencé à acquérir une réputation effrayante et hantée, avec son rival fantomatique dans l'obscurité de la nuit. Ça ressemblait un peu à la maison de Psycho. Les histoires me sont venues alors que je parlais aux frères cadets d'un ami. Chez les enfants de l'école primaire, la maison devenait un symbole très réel de peur, même si pour moi, ce n'était qu'une vieille maison vide. Cette peur n'a pas empêché certains des plus aventureux d'y entrer et de l'explorer. J'ai été témoin d'un épisode particulièrement drôle par hasard, en errant sans but dans les rues. Je passais juste à temps pour voir un préadolescent sortir de la maison en courant et terrifié, affirmant que quelque chose l'avait attrapé. Que son imagination ait pris le dessus ou qu'un enfant plus âgé s'amuse un peu, l'horreur imposée à cette maison abandonnée était devenue complètement ancrée dans le quartier. Pendant que tout cela se passait, un vrai monstre avait été oublié. Je ne vais pas mettre son vrai nom ici, pas pour la vie privée, mais pour celui de ses victimes. On l'appellera Rudy. Rudy avait grandi dans le quartier et jusqu'à son arrestation, il était très apprécié. Mais de nombreux parents ont exprimé leurs craintes dès le début en raison de son habitude de traîner avec des enfants plus jeunes. À sa sortie de prison, il a été autorisé à emménager chez ses parents. Quiconque n'était pas au courant de ses inclinations le savait maintenant. Tous les parents du quartier le surveillaient de près. Mais quand la maison fantôme est apparue, l'attention des gens a changé. Quelques adolescents d'entre nous faisaient du vélo dans le quartier. Le père d'un enfant, que nous appellerons Bill, cherchait son fils. J'ai entendu un autre jeune homme à proximité demander si je l'avais vu. Le garçon a dit indifféremment que je l'avais vu entrer dans cette maison fantôme avec Rudy il y a quelques minutes, et cela a attiré toute mon attention. L'expression choquée sur le visage du père est encore claire dans mon esprit. Je me suis retourné et j'ai vu le père courir à toute vitesse vers la maison. La plupart d'entre nous se tenaient là, hypnotisés, regardant le père de Bill disparaître à l'intérieur de la maison. Tout était calme pendant les 30 premières secondes, puis soudain une énorme agitation a éclaté, suivie par Rudy qui s'est envolé par la porte et est tombé au sol. Le père de Bill était à proximité et a sauté sur Rudy, lui lançant des coups de poing alors qu'il atterrissait. Bill est sorti quelques secondes plus tard, pleurant pour que son père arrête, mais son père l'a ignoré, s'est levé et a donné des coups de pied à Rudy par terre, encore et encore. Rudy s'est finalement levé et a couru à la maison, avec Bill et son père juste derrière lui. J'ai continué à regarder jusqu'à ce qu'ils disparaissent de ma vue. Bill et Rudy affirmeront plus tard que rien ne s'était passé entre eux. Quoi qu'il en soit, le père de Bill avait le soutien de la plupart de la communauté, et Rudy a refusé de porter plainte contre lui. Rudy finirait par entrer et sortir de l'esprit de la plupart d'entre nous jusqu'à ce qu'il soit arrêté 3 ans plus tard pour avoir enlevé et tué 2 enfants près de sa nouvelle maison. Ce n'est qu'alors que nous avons réalisé à quel point Bill avait été chanceux cette nuit-là. Alors que je m'endormais, je me souviens m'être demandé ce qui arriverait au père de Rudy et Bill. Quand je me suis réveillé, les choses étaient normales pour un matin d'été, vers 9 heures. Je préparais un bol de céréales quand j'ai reçu un appel téléphonique. C'était un de mes amis et il était essoufflé et excité. La maison fantôme est partie, mon pote. J'ai raccroché et j'ai sauté sur mon vélo. Quand j'ai atteint le bout des rues, j'ai baissé les yeux et j'ai vu le terrain vide comme avant. Je me suis approché et un petit groupe était réuni pour parler aux voisins. C'était à peu près la même chose que le matin où il s'est présenté. Il n'avait rien entendu ni vu d'étrange.
Il semblait être parti aussi tranquillement qu'il était venu. À ce jour, je n'ai rencontré personne qui sache quoi que ce soit sur cette maison. Parfois, je pense que j'ai tout inventé. Mais ensuite, je parle à un vieil ami du quartier et mes souvenirs sont confirmés. Bien sûr, je ne pense pas qu'elle était hantée ou quelque chose comme ça. Mais je sais avec certitude que quelque chose n'allait pas. Et je prie pour ne plus jamais la revoir. Je devrais commencer par dire que mon frère n'est pas seulement militaire, mais il est votre militaire de base, droit. Ne les laissez jamais vous voir pleurer. Il n'a peur de rien, sauf de tout le pays du Japon. Voici son histoire. Mon frère a rejoint les marines à l'âge de 18 ans et a été affecté au Japon. Il a vraiment apprécié son séjour là-bas pendant un certain temps, surtout les filles. Il s'est lié d'amitié avec certains des Japonais de son âge qui travaillaient autour de la base. Les nuits où lui et ses amis soldats avaient la nuit de repos, les Japonais locaux les emmenaient dans les bars, leur présentaient des filles, etc. Un soir, après avoir un peu bu et pas de chance avec les filles, l'un des Japonais a invité mon frère chez lui pour jouer à des jeux vidéo. Mon frère a accepté l'invitation et ils ont joué à des jeux vidéo pendant quelques heures. Pendant ce temps, le gars raconte à mon frère la principale raison pour laquelle il voulait rentrer tôt à la maison. Sa sœur cadette souffrait de terreur nocturne, se réveillait en hurlant, en pleurant et parfois en vomissant. J'étais inquiet pour elle et je voulais être à la maison au cas où elle aurait un épisode. À ce stade de l'histoire, je devrais expliquer comment la maison du garçon a été construite. La maison a été construite en forme de fer à cheval, avec le jardin au milieu. Sa chambre était au bord d'un côté du U et celle de sa sœur de l'autre côté du jardin. Par conséquent, ils étaient pratiquement face à face. S'il regardait par la fenêtre, il pouvait voir vers la chambre de sa sœur et vice-versa. Quoi qu'il en soit, il décide de l'appeler une nuit et le garçon japonais se dirige vers la fenêtre pour regarder à travers le jardin jusqu'à la fenêtre de sa sœur et la surveiller. Il lève un store et regarde pendant une fraction de seconde avant de reculer en hurlant et en regardant mon frère comme s'il venait de voir quelque chose d'horrible. Mon frère va alors regarder et le garçon l'arrête. Il lui dit qu'il a vu un nuage sombre aux yeux rouges flottant au-dessus du corps endormi de sa sœur. Mon frère, naturellement, ne le croit pas et décide de voir par lui-même. Il se faufile jusqu'à la fenêtre et soulève le store, mais cette fois, il se retrouve face à face avec ce qu'il décrit comme un nuage de fumée noire foncée avec un visage. Mon frère et cet autre gars admettent qu'ils se sont mis sous les couvertures et y sont restés jusqu'à l'aube, trop effrayés pour soulever les couvertures et voir que la silhouette de fumée s'était un peu rapprochée et était dans la pièce avec eux, juste de l'autre côté des draps minces. Je ne sais pas quoi croire. Peut-être qu'ils ont bu plus qu'ils ne l'ont dit ce soir-là et ont tout imaginé, mais je sais que mon frère croit ce qu'il a vu. Il s'en tient à une histoire et, quand il la raconte, il ressemble à quelqu'un qui a vu quelque chose de vraiment sinistre. À cette époque, j'avais une vingtaine d'années et j'avais un groupe d'amis relativement restreint. Il n'y avait principalement qu'Andrew, David et moi. La plupart du temps était passé à marcher dans la forêt voisine et à parler ou à explorer des choses aléatoires. Mais une nuit, Andrew est venu chez moi et m'a parlé de ce bâtiment abandonné effrayant qu'un de ses amis lui avait mentionné. Il a dit qu'il était hors d'un sentier dans une zone boisée, non loin d'ici. Bien sûr, je lui ai demandé quel était l'endroit, ce à quoi Andrew a répondu qu'il ne savait pas et que même son ami ne l'avait pas approché. Cela m'a vraiment excité et nous avons tous les deux appelé David pour lui en parler et il semblait très excité aussi. Il était déjà 5 heures de l'après-midi, mais le soleil ne se couchait qu'à 7 heures et l'obscurité ne ferait que rendre les choses plus excitantes de toute façon. Alors Andrew et moi avons emballé des choses de base, comme des lampes de poche et des collations, puis nous sommes allés à l'appartement de David pour le récupérer. J'ai garé la voiture à côté d'une épicerie locale qui n'était qu'à quelques minutes à pied de la lisière de la forêt. Il y avait soi-disant un chemin de 800 mètres qui menait à un petit point de vue, mais si vous continuiez au-delà de la fin du chemin pendant quelques minutes, vous trouveriez le bâtiment abandonné. Sachant cela, nous avons trouvé le début du sentier et avons continué, dépassant plusieurs autres personnes qui revenaient. Honnêtement, j'ai commencé à perdre un peu l'excitation parce que j'ai commencé à avoir l'impression que ce n'était qu'une blague. Le sentier semblait assez fréquenté, alors comment n'aurions-nous pas pu connaître cet endroit plus tôt ? Quoi qu'il en soit, nous avons continué et avons finalement atteint le point de vue. Le soleil était encore partiellement levé à ce stade, mais la forêt a commencé à s'assombrir progressivement de minute en minute.
Nous avons fait une courte pause au belvédère pour éteindre les lampes de poche, puis avons continué au-delà de la zone et dans les arbres. Ce n'est que peut-être 15 minutes plus tard que nous avons tous commencé à nous sentir bouleversés. Nous naviguions à travers des arbres et des buissons denses dans l'obscurité partielle depuis un moment et n'avions rien vu. Es-tu sûr que ce n'est pas juste stupide ? Andrew a demandé à David d'une manière passive-agressive. Non, ce gaz était sérieux, croyez-moi, répondit-il, essayant de s'en assurer du mieux qu'il pouvait. Juste une seconde plus tard, nous avons entendu un buisson voisin bouger et immédiatement nous avons tous tourné nos lampes de poche vers le son. C'était un peu effrayant de voir comment le buisson bougeait comme si un animal en avait sauté ou quelque chose du genre. Mais juste derrière, au loin, nous pouvions distinguer une ancienne structure. Une vague d'émotion a de nouveau rempli mon corps et nous nous sommes tous dirigés vers elle. Le bâtiment était très étrange cependant, dans la mesure où il ne semblait tout simplement pas appartenir seul dans une forêt. Cela ressemblait à un petit bâtiment de travail, peut-être utilisé comme poste de menuiserie ou quelque chose du genre, je ne sais pas. La vieille porte d'entrée en bois reposait sur le sol juste devant la structure, bien que nous soyons tous entrés à l'intérieur. Immédiatement en entrant, l'odeur la plus horrible et la plus dégoûtante nous a frappés. Nous nous sommes regardés, tous clairement nerveux mais encore plus curieux. Le premier étage se composait de 3 chambres. La première était une pièce ouverte avec une grande table ou un établi en bois. Il y avait beaucoup de déchets qui traînaient et des outils très rouillés qui avaient été laissés derrière. J'ai suivi David dans le couloir qui menait aux 2 autres chambres qui avaient toutes 2 des portes fermées. L'odeur était encore plus puissante à mesure que nous nous approchions de la porte, à tel point qu'Andrew recula et passa sa chemise sur son nez. « Les gars, on devrait y aller, cette odeur est insupportable », marmonna Andrew en déplaçant sa lampe de poche. Nous l'avons tous les 2 ignorée, même si j'ai commencé à ressentir un très mauvais pressentiment. J'ai pointé ma lampe de poche vers l'autre porte et j'ai fait quelques pas vers elle pendant que David ouvrait l'autre et entrait dans la pièce. Presque instantanément, David a crié et a rapidement reculé hors de la pièce, ce qui a fait bondir Andrew et moi. Cela a été suivi de plusieurs détonations bruyantes résonnant à travers le bâtiment derrière la porte fermée de la 3e pièce. Nous avons couru frénétiquement sans nous arrêter jusqu'à ce que nous soyons complètement essoufflés. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» dit Andrew entre ses respirations. « Les gars, il y avait un corps sur le sol de cette pièce. Je jure devant Dieu qu'il y avait un corps là-bas. » David paniquait en regardant autour de lui. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il était sérieusement traumatisé par ce qu'il venait de voir. J'ai mentionné que nous devions continuer à avancer et que je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette 3e pièce qui se cachait. Nous avons réussi à sortir assez rapidement, en courant essentiellement dans la direction que nous savions mener à la route. Quand nous sommes revenus à la voiture, je les ai conduits au poste de police à quelques pâtés de maison où nous avons expliqué la rencontre. L'officier qui a pris notre témoignage honnêtement semblait avoir honte de nous, comme si nous étions stupides d'être même allés là-bas. Je veux dire, ouais, c'était peut-être une idée stupide, mais on venait aussi d'expliquer qu'on avait peut-être trouvé une scène de meurtre et que ce flic nous donnait juste une attitude agaçante. Quoi qu'il en soit, ils ont envoyé quelques officiers là-bas. En fait, nous sommes restés dans notre voiture à l'extérieur du poste de police en attendant une mise à jour pendant plus de 2 heures, jusqu'à ce que je reçoive finalement un appel et que nous retournions tous à l'intérieur pour parler à un groupe de policiers. Ils ont trouvé des taches de sang, ainsi que des signes que quelqu'un y était allé récemment. Mais personne. Il semblait qu'ils prenaient la situation plus au sérieux maintenant, bien qu'ils nous aient tous interrogés plus à fond. Quelques semaines plus tard, ils ont trouvé ce qui était probablement le corps que David avait vu, mal enterré à plusieurs centaines de mètres du bâtiment abandonné. Je pense qu'ils ont déterminé que la personne était morte avant d'être amenée dans le bâtiment, donc je suppose que c'est juste là qu'ils ont caché le corps avant de s'en débarrasser. Pour autant que je sache, l'affaire n'est pas allée très loin et je ne sais pas s'ils ont jamais trouvé de vrais suspects. C'était une expérience folle cependant, et le fait que nous étions si proches d'un tueur potentiel me rend encore mal à l'aise d'y penser aujourd'hui. J'habite à Detroit, Michigan. Juste au CA où vous ne le sauriez pas, Detroit compte l'un des plus grands nombres de bâtiments abandonnés aux États-Unis. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai toujours grandi dans des villages à côté de ces vieux bâtiments délabrés, alors j'y étais habitué. Beaucoup de gens y passaient du temps ou les exploraient pour s'amuser, c'était une chose courante. Quand j'étais au lycée,
J'avais un meilleur ami que j'appellerais Faust. Pendant nos années de lycée, nous avons tous les deux commencé à nous intéresser à ces bâtiments abandonnés, en réfléchissant à ce qui s'était passé avant qu'ils ne soient abandonnés et à ceux qui pourraient encore s'y trouver. Évidemment, nous savions que c'était une chose dangereuse de les explorer, mais nous venions de devenir adolescents et nous nous sentions comme des durs à cuire pour une raison quelconque, alors nous nous sommes forcés à ne pas en avoir peur. Nous savions que parfois les gangs se rassemblaient dans les quartiers abandonnés avec tous les bâtiments les uns à côté des autres. Alors au moins nous évitions ces endroits, mais il y avait beaucoup d'autres bâtiments à proximité qui étaient pour la plupart isolés dans des zones boisées. Nous avons donc commencé à les explorer dans les mois suivants. Nous étions peut-être 3 ou 4, nous faisions de chacun notre lieu de rencontre désigné pendant quelques semaines avant de trouver un nouvel endroit, et c'est là que les choses ont mal tourné. Fausto et moi voyagions le long d'une route en béton fissurée et envahie par la végétation qui menait à plusieurs maisons abandonnées où nous étions déjà allés. Nous avons continué plus loin cette fois, cependant, à la recherche d'un nouvel endroit intéressant. La plupart des maisons n'étaient qu'à quelques minutes à pied les unes des autres, mais en avançant plus loin sur la route, nous avons remarqué que nous marchions depuis près de 5 minutes et que nous n'avions pas vu d'autres maisons. Dans cet esprit, nous avons continué, ne sachant pas à quoi nous attendre. Le truc, c'était qu'il y avait encore une route en béton, donc ça devait mener quelque part. Finalement, peut-être encore 5 minutes plus tard, nous avons atteint la fin de la portion bétonnée de la route. Cependant, il y avait un chemin de gravier à peine visible qui continuait. D'aussi loin que nous pouvions voir, il n'y avait que des arbres, mais nous étions sûrs que cela devait mener quelque part, alors nous avons continué. Seulement 1 minute ou 2 plus tard, nous sommes finalement arrivés à la maison. C'était un spectacle étrange, un peu comme une maison de ville, mais une maison de ville aléatoire aussi éloignée n'aurait pas beaucoup de sens. Toutes les fenêtres étaient refermées et la porte d'entrée était fermée, mais le garage était à moitié ouvert, laissant quelques mètres d'espace en bas pour que nous puissions ramper en dessous. Nous nous sommes approchés, avons cogné plusieurs fois sur la porte de garage en métal pour nous assurer qu'elle tiendrait, puis nous nous sommes tous les deux agenouillés en dessous. À l'intérieur du garage, il n'y avait pas grand-chose, juste un peu de détritus et de saleté, mais la porte menant à la maison était fermée. Je me suis appuyé contre elle, tournant le bouton et poussant fort, mais elle ne voulait pas bouger. « Hé, peux-tu me donner un coup de main avec ça ?» Nous avons tous les deux poussé et réussi à l'ouvrir suffisamment pour passer. La première chose que nous avons remarquée était une énorme commode qui était pressée contre la porte. J'ai tiré sur Faust un regard confus et nous avons tous les deux grimpé sur elle et sommes entrés dans la cuisine. De là où nous nous tenions, nous pouvions voir un couloir menant à des escaliers qui montaient, ainsi que ceux qui semblaient être le salon. Fait intéressant, l'endroit n'était pas en très mauvais état, il n'y avait pas beaucoup de déchets à l'intérieur, et c'était relativement propre. On pouvait dire que des gens y étaient déjà allés auparavant, même s'il y avait beaucoup d'empreintes de pas sur les planchers de bois poussiéreux. Alors que nous marchions dans le couloir, un coup soudain et doux est venu de l'autre côté de la maison. On aurait dit que quelque chose de petit était tombé par terre. Nous échangeâmes des regards et restâmes immobiles dans le couloir à écouter s'il y avait autre chose. Je ne sais pas pour Faust, mais j'étais vraiment très inquiet. La porte d'entrée était juste devant nous, alors après quelques secondes de silence, j'ai commencé à me diriger lentement vers elle. Un peu plus de la moitié du parcours, un bruit strident et fort de grattage de métal a vibré dans toute la maison, suivi d'un énorme grondement dans le garage. J'ai claqué la porte d'entrée et nous sommes sortis en courant. Mon cœur battait la chamade et je pouvais sentir l'adrénaline me traverser. Alors que nous reprenions la route, j'ai regardé en arrière et j'ai vu que le garage était maintenant complètement fermé. Nous avons pratiquement couru jusqu'à la maison de Faust. Aucun de nous n'était sûr de ce qui s'était passé. Faust pensait que c'était juste une coïncidence que le garage soit tombé pendant que nous étions là-bas, mais je n'en étais pas si sûr. Je pense que quelqu'un a peut-être piégé l'endroit en attendant que les gens entrent par le garage, puis en les enfermant. Sinon, pourquoi la porte aurait... Elle était bloquée par une commode alors que le garage non fonctionnel était ouvert. Je ne sais pas s'ils pensaient que nous étions encore à l'intérieur, et c'est pourquoi ils l'ont fermée, ou peut-être que c'était juste pour nous faire peur, car ils savaient que nous nous étions échappés. Nous ne sommes jamais revenus pour le savoir, et depuis lors, nous avons décidé de n'explorer que les endroits voisins et de ne pas aller dans les forêts. Mon meilleur ami German et moi avions toujours nos petits endroits où nous nous cachions du reste du monde,
que ce soit un coin dans la cour d'école ou le skatepark voisin. Quand nous étions fatigués des adultes autour de nous ou de nos frères et sœurs, nous prenions simplement nos bandes dessinées et nous nous éloignions pendant un moment. Après quelques années, nous avons construit une petite cabane dans les arbres dans l'arrière-cour de Germane et y avons passé beaucoup de temps. Mais chaque fois que son jeune frère venait nous rejoindre et que nous ne pouvions pas le chasser parce que sa mère était à proximité, nous allions souvent dans la forêt avec nos livres et nos lampes de poche. Nous avons passé toute la journée dehors et au fil du temps, la petite maison dans l'arbre a commencé à être occupée plus souvent par le frère de Germane et ses amis. Sa mère a dit que nous étions trop vieux pour ça de toute façon, ce avec quoi nous étions complètement en désaccord. Malgré cela, nous avons été obligés de trouver une nouvelle cachette. Alors un jour, nous avons attrapé nos affaires et sommes retournés dans la forêt, en allant plus loin qu'avant. Nous avons essayé de construire un nouvel abri, mais il ne s'approchait même pas de la grandeur de la cabane dans les arbres, et nous sommes rentrés chez nous déçus. Ma mère nous a de nouveau envoyés dans la forêt le lendemain pour promener nos chiens Samy, et, cette fois, nous sommes allés encore plus loin qu'avant, déterminés à donner une autre chance à la recherche. Cependant, Samy n'était pas très enthousiaste à l'idée de flairer les meilleurs endroits possibles et ne nous a jamais attendus pendant que nous évaluions un certain endroit sur son potentiel. Une fois, même quand il est reparti en courant, il n'est pas revenu. C'est moi qui l'ai remarqué et après 30 minutes d'appel, de recherche et de sifflement, j'ai appelé ma mère en panique. Elle a rapidement apaisé mes inquiétudes et m'a assuré que je le retrouverais probablement bientôt. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait et à chaque fois, il revenait en courant. Alors Germane et moi avons continué à marcher, même lorsque le crépuscule a commencé à tomber. Nous avons mis nos lampes de poche et Germane m'a soudainement pointé du doigt pour que je m'arrête. Il a dit qu'il avait entendu des aboiements et, tranquillement, je les ai entendus aussi. Nous nous sommes précipités d'où il venait et avons trouvé Samy devant un petit bâtiment en pierre, aboyant sur quelque chose qui semblait ne pas être là. « Qu'as-tu là, mon ami ? Nous t'avons cherché partout », ai-je dit à Samy alors que je le raccrochais à sa laisse et que nous rentrions à la maison. Nous avons jeté un dernier coup d'œil au bâtiment avant de partir, en nous rappelant que Samy nous avait aidés à trouver une cachette après tout, et nous sommes revenus le lendemain. À ce moment-là, il était déjà crépuscule, nous avions terminé nos devoirs et notre dîner en premier, nous avons laissé Samy à la maison et avons simplement emporté nos lampes de poche, nos téléphones et nos piles avec nous, prêts pour l'obscurité. Le bâtiment en pierre s'est avéré être une structure singulière, presque carrée, avec une porte métallique grinçante et un toit en tôle de fer, sans fenêtre. Il n'y avait rien à l'intérieur et le sol était fait de la même pierre froide. Nous avons pris le lendemain pour apporter de vieilles couvertures et coussins et même une lampe qui fonctionnait avec des piles. La petite cabane dans les arbres a été complètement oubliée et nous avons passé les derniers jours semi-estivaux avec la porte métallique ouverte pendant que nous étions assis à lire dans le petit bâtiment. Nous l'avons fermé quand l'automne est arrivé, ce qui ne nous a pas vraiment dérangés car il faisait déjà nuit dehors, donc ça n'avait pas beaucoup d'importance. Notre intérieur avait également reçu quelques mises à jour. Nous avons accroché une guirlande avec de petites lumières au-dessus de nos têtes et mis des affiches sur les murs. Cette cachette, pensions-nous, durerait éternellement. Nous y allions tous les jours par défaut, même quand il pleuvait, surtout quand il pleuvait, en fait. Le bruit des gouttes sur le toit en fer devait être le meilleur qui soit, marquant calmement l'arrière-plan pendant que nous écoutions tous les deux notre propre musique avec des écouteurs. Un jour, nous écoutions la même musique sur mon téléphone, allongés paresseusement sur les coussins avec nos devoirs intacts dans un coin. Il pleuvait beaucoup et le vent hurlait autour du bâtiment. Au bout d'un moment, mon téléphone est mort et nous n'avions plus de musique à écouter. Germane, au contraire, était prêt à tout pour éviter sa tâche. Il fut surpris lorsque la porte grinça soudainement et que son bourdonnement s'arrêta. Nous avons regardé fixement l'entrée avant de nous regarder. J'ai haussé les épaules et, alors que je prenais mon cahier, des pas se faisaient entendre à l'arrière du bâtiment. Je me souviens que nous étions tous les deux assez agités. J'espérais juste que c'était quelqu'un qui explorait innocemment la forêt ou quelque chose du genre, mais il pleuvait et nous étions assez profondément dans la forêt. Mais avant que je puisse répondre, nous avons entendu des pas courir autour du bâtiment, suivis par la porte qui s'ouvrait violemment. Le vent et la pluie sont entrés violemment dans la pièce. Germane a crié et j'étais tout aussi agité que lui. Nous étions tous les deux incapables de bouger.
Nous avons regardé dans l'obscurité de la forêt jusqu'à ce que nous réalisions que personne n'était là, du moins plus maintenant. Finalement, j'ai trouvé la force de me lever et de fermer la porte. Nous avons accepté de partir peu de temps après, et quand nous sommes rentrés complètement trempés, nous avons décidé de ne pas revisiter la cachette pendant la nuit, car nous ne savions pas qui avait ouvert la porte et nous ne voulions pas rester une nuit de plus pour le savoir. En fait, nous ne savons toujours pas.